Une berline noire s'arrêta devant l'immeuble haussmannien, aux pierres grises, dans le quartier des Beaux Quartiers de Paris. Léa Dubois observa, à travers la vitre teintée, l'écriteau défraîchi. Institut Montaigne. Son père avait engagé 11 tuteurs en 18 mois. Tous avaient démissionné. Léa avait 16 ans, un dossier scolaire catastrophique, et la certitude que ce serait un adulte de plus, essayant de la maîtriser avec une patience fausse et des regards apitoyés. Le chauffeur lui ouvrit la portière, mais elle ne bougea pas. « Mademoiselle Dubois, votre père a insisté sur la ponctualité, » dit l'homme, d'une voix neutre. Elle descendit enfin, traînant son sac à main de créateur, exprès, laissant le cuir frotter l'asphalte sale. L'intérieur de l'institut sentait le café soluble et le vieux papier. Léa marcha dans le couloir étroit, suivant les indications d'une secrétaire, et qui mâchait du chewing-gum sans la regarder. Au fond, une porte entr'ouverte laissait entrevoir une petite salle, avec des chaises dépareillées et un tableau noir taché, assis de dos. Un homme d'une trentaine d'années examinait des papiers. Lorsqu'il se retourna, Léa nota 3 choses. Il était métis, il avait de fines cicatrices sur les jointures, et il ne sourit pas en la voyant. « Léa Dubois, » dit-il, en refermant le dossier. « Je suis Marc Leclerc. Nous avons 2 heures, 3 fois par semaine. Règle numéro 1, vous arrivez en retard, vous perdez la séance. Aucun remboursement pour votre père. » Sa voix était grave, sans inflexion amicale. Léa haussa un sourcil. « Vous savez qui est mon père ?» demanda-t-elle, d'un ton blasé. Marc la regarda fixement. « Oui, et ça ne m'intéresse pas. » Léa s'assit sur la chaise la plus éloignée, croisa les bras et fixa son regard sur la fenêtre. Marc posa un cahier et un crayon sur la table, devant elle. « Vous allez écrire une lettre, » dit-il sans préambule, « à quelqu'un qui vous a déçu. » Elle laissa échapper un rire sec. « Thérapie à 2 balles, je croyais que c'était du soutien scolaire. » Il se recula sur sa chaise sans quitter son regard. « C'est un exercice d'écriture, orthographe, syntaxe, cohérence. Si vous ne pouvez pas exprimer une idée claire sur papier, vous ne pourrez encore moins défendre un argument à un examen. » Léa serra les dents. Les autres tuteurs auraient adouci le coup, auraient négocié. Cet homme attendait simplement. Le silence s'étendit, inconfortable. Finalement, elle prit le crayon. « À n'importe qui ?» demanda-t-elle, d'une voix monocorde. Marc acquiesça. Une fois, à n'importe qui. Les 15 premières minutes, Léa griffonna des lignes sans queue ni tête. Testant la patience du tuteur, Marc ne réagit pas. Il lisait, simplement, son propre livre, un roman usé d'Albert Camus. L'indifférence l'irrita plus que n'importe quelle réprimande. À la 20e minute, elle écrivit la première phrase réelle « Maman, je te hais d'être partie ». Sa main trembla. Marc ne leva pas les yeux. Léa continua d'écrire, les mots jaillissant plus vite, désordonnés, pleins de fautes qui, normalement, l'auraient laissée indifférente. Quand la séance se termina, Marc tendit la main. « Donnez-la-moi, on la corrigera jeudi. » Elle hésita, puis arracha la feuille du cahier et la lui remit. En sortant, elle se retourna sur le seuil. « Qu'est-ce qui se passe si je ne reviens pas ?» Marc referma son livre. « Rien, mais vous allez revenir. » Pourquoi était-il si sûr? Le jeudi, Léa arriva avec 20 minutes de retard. Exprès, Marc rangeait ses affaires dans une sacoche usée. « La séance est terminée, » dit-il sans la regarder. Elle sentit une drôle de piqûre dans la poitrine, quelque chose qui ressemblait à de la honte. « Mon père a payé pour ça, » protesta-t-elle. Marc ferma la sacoche. « Votre père a payé pour un service qui commence à 15 heures. Il est 15h20, mardi prochain. Si vous arrivez encore en retard, c'est moi qui perds de l'argent, pas vous. Alors, apprenez une chose, mon temps a de la valeur. » Il sortit de la salle, la laissant plantée là. Léa serra les poings. Aucun adulte ne lui avait tourné le dos ainsi. Chez elle, dans l'appartement de luxe avec vue sur la tour Eiffel, son père avait acheté son obéissance.
avec des cartes de crédit illimitées et des absences justifiées par des réunions d'affaires. Cet homme ne négociait pas. Le mardi suivant, Léa arriva à 14h58. Marc était déjà dans la salle, avec sa lettre corrigée sur la table. Des marques rouges couvraient presque chaque ligne. 6 fautes d'orthographe, aucune utilisation de connecteur logique, ponctuation inexistante, dit-il, en montrant le papier. Mais l'idée principale est là. Maintenant, vous allez la réécrire correctement. Léa sentit la chaleur lui monter aux joues. Pourquoi faire? Je l'ai déjà écrite. Marc se pencha en avant. Écrire mal, c'est penser mal. Si vous ne pouvez pas ordonner vos idées sur papier, vous ne pourrez pas non plus les ordonner dans votre tête. Et, à en juger par votre dossier scolaire, vous avez besoin d'ordre. Elle eut envie de lui crier dessus, d'appeler son père, d'exiger un autre tuteur. Mais quelque chose dans le regard de Marc la retint. Il n'y avait pas de condescendance. Il y avait de l'attente. Elle réécrivit la lettre 5 fois pendant cette séance. Marc rejetait chaque version, avec des annotations précises, sans éloge vide ni encouragement factice. Ici, vous avez répété le même mot 4 fois. Cherchez des synonymes. Ce paragraphe ne se connecte pas avec le précédent. Ça fait sauter le lecteur. Léa découvrit qu'elle détestait décevoir quelqu'un qui ne prétendait pas que tout allait bien. Quand ce n'était pas le cas, à 17h, Marc acquiesça en lisant la version finale. C'est déjà lisible. Pour jeudi, apportez-moi une lettre différente, à quelqu'un que vous admirez. Léa rangea ses affaires, mais avant de partir, elle demanda « Pourquoi vous faites ça? Avec ce que mon père paie, vous pourriez prétendre que tout va bien, dès le début. » Marc garda le silence un moment. « Parce que j'ai eu des professeurs qui ont fait semblant avec moi, et ça a failli me ruiner la vie. » Ce soir-là, dans son immense chambre, avec vue sur la tour Eiffel, Léa essaya de penser à quelqu'un qu'elle admirait. Son père était un fantôme occupé. Sa mère était morte dans un accident, quand elle avait 8 ans, après des années de disputes brutales avec son père. Ses amis du lycée privé étaient aussi vides qu'elle. Elle ouvrit son ordinateur portable, chercha le nom de Marc Leclerc sur les réseaux sociaux. Elle ne trouva pas de profil personnel. Mais elle tomba sur un vieil article d'un journal local. Jeune de Belleville remporte une bourse universitaire après avoir surmonté le système de foyer d'accueil. La photo montrait Marc à 18 ans, plus mince, avec le même regard sérieux. L'article mentionnait qu'il avait perdu ses parents à 10 ans, qu'il était passé par 3 familles d'accueil et qu'il avait travaillé en faisant le ménage, tout en terminant ses études secondaires. Toi, aurais-tu pu continuer? Après avoir tout perdu si jeune, pour jeudi, Léa écrivit sur sa mère. Pas la version idéalisée qu'elle racontait en thérapie obligatoire, mais la vraie, la femme qui criait, qui pleurait enfermée dans sa chambre, qui lui avait dit un jour qu'elle avait gâché sa vie en naissant. Marc lut la lettre en silence, ses yeux se déplaçant lentement sur chaque ligne. Quand il eut terminé, il la posa sur la table. « C'est honnête, » dit-il simplement. « Maintenant, vous devez aller plus loin. Que ressentiez-vous quand elle disait ces choses ?» Léa haussa les épaules, le masque d'indifférence revenant à sa place. « Rien ?» Marc secoua la tête. « Mensonge. Si tu ne ressentais rien, tu n'aurais pas écrit ça. Réessaie. » Léa le regarda avec colère. « Pourquoi ça t'importe autant ?» Marc soutint son regard. « Parce que je sais ce que c'est, d'avaler du poison jusqu'à ce que tu crois que c'est toi le poison. » Les séances commencèrent à changer. Marc lui assignait des lectures courtes, Albert Camus, des extraits de pièces de théâtre. Il ne demandait pas d'analyse formelle, mais des réactions écrites. Qu'est-ce que cette histoire t'a fait ressentir? À quel personnage t'identifies-tu? Pourquoi? Léa découvrit qu'elle pouvait écrire des pages entières, quand personne ne lui imposait un format strict. Mais Marc ne laissait jamais passer les imprécisions. Ici, tu dis que le personnage est triste. C'est vague. Comment sa tristesse se manifeste-t-elle? Que fait-il? Que ne fait-il pas? Elle apprit à observer les détails, le ton de la voix,
les silences, ce que les personnes ne disaient pas. Un après-midi, après avoir corrigé un texte sur la solitude, Marc commenta « Tu écris mieux quand tu n'essaies pas d'impressionner, quand tu laisses simplement sortir ce que tu penses vraiment. » Un mardi, Léa arriva à l'Institut Montaigne, les yeux gonflés. Elle s'était disputée avec son père, CE matin. Il voulait l'envoyer dans un pensionnat en Suisse. « Pour que tu mûrisses », avait-il dit en signant des chèques dans son bureau. Léa s'assit en silence, incapable de se concentrer. Marc l'observa un instant. « Aujourd'hui, nous n'allons pas écrire, » dit-il. « Nous allons marcher. » Ils sortirent de l'Institut et marchèrent dans le quartier des beaux quartiers de Paris, jusqu'à une petite place. Marc acheta 2 cafés à un vendeur ambulant et ils s'assirent sur un banc. « Mon beau-père me battait quand il rentrait ivre, » dit Marc sans préambule, regardant le café dans sa main. « Ma mère le permettait parce qu'elle avait peur. Quand ils sont morts dans un accident, une partie de moi s'est sentie soulagée. Et je me suis chaheux pour ça pendant des années. » Léa le regarda, sans savoir quoi dire. « Pourquoi tu me racontes ça ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Marc se tourna vers elle. « Parce que tu dois savoir que ressentir des choses contradictoires à propos des personnes qui devraient t'aimer ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait de toi un être humain. Ta mère a pu t'aimer et aussi t'avoir blessé. Ton père peut payer pour le meilleur et aussi être absent. Les 2 choses sont vraies en même temps. » Léa sentit quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine. « Je ne sais pas quoi faire avec ça, » admit-elle, la voix à peine un murmure. Marc acquiesça. Personne ne le sait au début. Mais l'écrire, ça aide. Mettre les mots hors de ta tête les rend moins lourds. Ils retournèrent à l'Institut Montaigne en silence. Cette nuit-là, Léa remplit 10 pages de son carnet sans s'arrêter. Ce n'étaient ni des lettres, ni des essais. Seulement des pensées brutes, contradictoires, douloureuses. Pour la première fois depuis des années, elle dormit sans cauchemar. Dans les semaines suivantes, quelque chose commença à changer chez Léa. Elle commença à lire en dehors des devoirs de Marc, d'abord par obligation, puis par curiosité véritable. Elle découvrit qu'elle aimait la poésie de Verlaine, la mélancolie douce de ses mots. Au lycée, ses professeurs remarquèrent qu'elle rendait ses devoirs, même si c'était encore en retard et avec des erreurs. Son père, surpris, appela Marc pour une réunion. Léa insista pour être présente. Ils se rencontrèrent dans le bureau de l'appartement de luxe avec vue sur la tour Eiffel, un espace de marbre blanc et d'art moderne. Olivier Dubois, un homme de 50 ans en costume impeccable et au regard calculateur, serra la main de Marc avec une politesse professionnelle. « Monsieur Leclerc, les résultats sont inespérés. » Léa n'avait jamais montré d'intérêt académique soutenu. Marc resta debout, mal à l'aise dans cet environnement de richesse. Léa a toujours eu des capacités. Elle avait juste besoin de raisons qui lui sont propres pour les utiliser, pas celles des autres. Olivier Dubois tapota ses doigts sur son bureau en verre. « Quoi qu'il en soit, ça fonctionne. Je veux vous engager à temps plein. Que vous viviez ici, disponible pour des séances quotidiennes. Je vous paierai le triple de votre tarif actuel. » Léa sentit un nœud dans son estomac. Marc secoua la tête. « Je ne peux pas accepter. » Olivier fronça les sourcils. « Pourquoi pas? Je vous offre la stabilité, des ressources illimitées. » Marc regarda Léa avant de répondre. « Parce que si je vis ici, je cesse d'être son tuteur et je deviens une partie de son environnement acheté. Elle a besoin d'un espace où les choses se gagnent, pas ne s'achètent. De plus, j'ai d'autres élèves à l'Institut Montaigne. Je ne vais pas les abandonner. » Olivier se recula dans sa chaise, évaluant. « Vous avez des principes, admirables, quoique peu pratiques. » Marc prit sa serviette. « Les principes sont la seule chose qui m'a maintenu en vie quand je n'avais rien d'autre. Bonsoir, monsieur Dubois. » Léa sortit derrière Marc, le rejoignant dans le hall de l'immeuble. « Tu aurais pu accepter, » dit-elle, même si quelque chose dans sa voix sonnait soulagé. « Tu aurais gagné beaucoup d'argent. » Marc appuya sur le bouton de l'ascenseur. «
Ton père croit que tout a un prix, et il a peut-être raison dans la plupart des cas. Mais pas dans celui-ci. L'ascenseur arriva. Avant d'entrer, Marc ajouta, « La prochaine séance, je veux que tu écrives sur ce que tu veux vraiment faire de ta vie. Pas ce que ton père attend, pas ce qui impressionnerait les autres, ce que toi tu veux. » La question poursuivit Léa toute la nuit. Elle avait passé 16 ans à être la fille rebelle du milliardaire. Le projet raté, la déception coûteuse. Mais qui était-elle quand personne d'autre ne regardait? Le mardi, Léa arriva à l'Institut Montaigne avec une décision prise. Elle posa un texte de 3 pages sur la table de Marc. Il le lut en silence, ses sourcils se levant légèrement dans certains paragraphes. Quand il eut terminé, il la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la surprise. « Tu veux faire des études de psychologie ?» dit-il. Léa acquiesça, nerveuse. « Ça paraît stupide, n'est-ce pas? Avec mes notes, aucune université décente ne m'accepterait. » Marc posa le papier sur la table. « Ce n'est pas stupide, mais tu as raison sur une chose. Avec ta moyenne actuelle, c'est impossible. Tu dois remonter tes notes dans toutes les matières, pas seulement en français, et ça signifie un travail véritable pendant les 2 prochaines années. » Léa ressentit de la panique et de l'excitation en même temps. « Tu crois que je peux ?» Marc se pencha en avant. « Peu importe ce que moi je crois. Est-ce que toi tu crois que tu peux ?» Elle déglutit. « Je ne sais pas, mais je veux essayer. »« Alors on commence demain, » dit Marc, « et ça va faire mal. » Les 6 mois suivants furent les plus difficiles de la vie de Léa. Marc conçut un plan d'études brutal, des séances 4 fois par semaine, 2 heures chacune, couvrant les mathématiques, l'histoire, les sciences. Il engagea 2 collègues de l'Institut Montaigne pour les matières qu'il ne maîtrisait pas, mais il supervisait tout le processus. Léa découvrit qu'étudier vraiment était différent de faire semblant d'étudier. Cela signifiait lire des chapitres complets, pas des résumés. Résoudre des problèmes jusqu'à les comprendre, pas jusqu'à copier la réponse. Il y eut des après-midi où elle pleura de frustration, devant des équations qui ne se résolvaient pas. Marc ne la consola jamais avec des mensonges faciles. « Pleure si tu as besoin de pleurer », disait-il. « Mais après, tu reviens au problème. Les pleurs ne le résolvent pas. » Léa apprit que la compassion réelle n'était pas toujours douce. Parfois, elle était exigeante. Au lycée, ses camarades ont remarqué le changement. Sophie, son ancienne meilleure amie, l'a abordée un jour dans la cour. « Alors, tu es devenue une intello maintenant ?» a-t-elle demandé avec dédain. « C'est pathétique, Léa. Ton père t'entretiendra toujours. Pourquoi tant d'efforts ?» Léa a ressenti la vieille impulsion d'abandonner, de revenir au confort de ne rien tenter. Mais elle s'est souvenue de quelque chose que Marc avait dit. Les gens qui ne veulent pas changer détestent voir les autres changer. Ça leur montre qu'ils auraient pu faire un autre choix. Elle a regardé Sophie droit dans les yeux. Peut-être qu'avant je m'en fichais. Plus maintenant. Elle s'est retournée et est partie. Elle a perdu des amis cette semaine-là. Mais elle a gagné quelque chose de plus précieux. Le respect de soi, qui ne dépendait pas de l'approbation externe. Auriez-vous eu le courage de vous éloigner de ceux qui vous retenaient? À la maison, la relation avec son père restait distante, mais moins hostile. Richard Dubois remarquait les améliorations scolaires dans les bulletins, même s'il en parlait rarement directement. Un soir, pendant un dîner silencieux, il a demandé sans lever les yeux de son assiette « Qu'est-ce que tu comptes étudier ?» Léa a hésité. « Psychologie. » Il a posé ses couverts. « Ce n'est pas une carrière sérieuse. Tu devrais envisager l'administration des entreprises, le droit. » Léa a pris une profonde inspiration. « Je vais étudier la psychologie et je vais la payer avec une bourse, pas avec ton argent. » Richard l'a regardé, surpris. « Une bourse? Avec tes antécédents? »« Je sais, » a interrompu Léa. « C'est pour ça que je travaille à changer ses antécédents. Je ne te demande pas la permission, papa. Je t'informe. » Elle attendait une explosion, un ultimatum. Mais son père a simplement hoché la tête, quelque chose ressemblant au respect traversant son visage pour la première fois.
Les examens finaux de la première année de sa reprise en main scolaire ont été brutaux. Léa a étudié jusqu'à ce que ses yeux la brûlent. Elle a révisé avec Marc jusqu'à ce qu'il lui ordonne d'aller dormir. Le jour des résultats, ses mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Mathématiques, 14. Histoire, 16. Français, 18. Sciences, 12. Ce n'étaient pas des notes parfaites, mais elles étaient les siennes. Elle a couru à l'Institut Montaigne et a trouvé Marc en train de corriger les travaux d'un autre étudiant. Elle a mis les feuilles devant lui. Marc les a relues, un soupçon de sourire sur ses lèvres. Bon travail. Léa attendait plus, un éloge élaboré, une célébration. Mais ces deux mots, dits sans dramatisme, signifiaient plus que n'importe quel applaudissement. Marc l'avait vue dans son pire moment et continuait d'espérer qu'elle grandisse. Il ne l'avait pas sauvée, il l'avait accompagnée pendant qu'elle se sauvait elle-même. La deuxième année a apporté de nouveaux défis. Léa a maintenu son rythme d'études, mais a commencé à s'impliquer dans des activités en dehors du domaine académique. Marc a suggéré qu'elle fasse du bénévolat. « Tu dois voir comment vivent les gens en dehors de ta bulle », a-t-il dit. La psychologie ne se résume pas à des livres. Il s'agit de comprendre des personnes réelles avec des problèmes réels. Léa a commencé à travailler 2 après-midi par semaine dans une soupe populaire à Belleville, le quartier où Marc avait grandi. Au début, elle s'est sentie maladroite et inutile, ne sachant pas comment parler aux femmes qui arrivaient avec leurs enfants pour chercher de la nourriture. Mais avec le temps, elle a appris à écouter sans juger, à offrir une aide pratique sans condescendance. Un après-midi, une femme âgée nommée Martine lui a raconté qu'elle avait perdu son emploi de femme de ménage à cause d'une maladie. « Personne ne te voit quand tu nettoies les sols », a dit Martine. « Mais quand tu arrêtes de le faire, là, on te remarque. » Cette conversation a résonné en Léa pendant des jours. Elle a pensé à toutes les fois où elle avait maltraité les employés de maison chez elle, à la façon dont son père parlait du personnel comme des pièces interchangeables. Cette semaine-là, lors de sa séance avec Marc, elle a écrit un essai sur l'invisibilité sociale. Marc l'a lu avec une attention inhabituelle. « C'est bien, » a-t-il dit, « mais il te manque quelque chose. Tu décris le problème, pas tu n'explores pas les causes. » Léa a froncé les sourcils. « N'est-ce pas suffisant de reconnaître que ça existe ?» Marc a secoué la tête. « Reconnaître est la première étape. Comprendre est la deuxième. Changer est la troisième. Si tu veux être psychologue, tu vas devoir arriver à la troisième avec chaque patient. » Léa a réécrit l'essai 4 fois, en approfondissant à chaque fois. Marc a finalement acquiescé à la 5e version. « Maintenant, tu réfléchis. » Les mois ont passé. Léa a terminé son avant-dernière année scolaire avec une moyenne de 16. Ce n'était pas parfait, mais c'était transformationnel comparé à ses antécédents. Les universités, qui étaient auparavant impossibles, étaient maintenant des possibilités réelles si elle maintenait le rythme. Sa relation avec son père s'est améliorée marginalement. Il a assisté à une réunion de parents d'élèves pour la première fois depuis des années, même s'il a passé la plupart du temps à répondre à des emails sur son téléphone. Mais il y était allé. Ça comptait. Léa a également remarqué des changements chez Marc. Il avait commencé à amener sa fille, Luna, âgée de 5 ans, à certaines séances lorsqu'il n'avait personne à qui la confier. La petite fille coloriait en silence dans un coin, ses tresses soigneusement coiffées, ses vêtements toujours propres même si rapiécés. Léa n'avait jamais vu Marc avec sa fille auparavant. Il était patient d'une manière dont il ne l'était pas avec ses étudiants, doux d'une manière qu'il cachait dans ses cours. Un mardi, Luna était malade et Marc est arrivé à l'Institut Montaigne avec des cernes profondes. Léa a remarqué qu'il traînait les mots, que sa patience était plus fragile que d'habitude. Au milieu de la séance, il s'est arrêté. « Pardon, je dois annuler aujourd'hui. Je ne suis pas performant. » Léa a fermé son cahier. « Luna va bien ?» Marc s'est passé la main sur le visage. « Forte fièvre. La clinique du quartier est saturée, j'ai un rendez-vous seulement demain. » Léa a hésité seulement une seconde. « Mon père a un médecin privé qui fait des visites à domicile. Je peux lui demander de les voir aujourd'hui. » Marc a levé les yeux, surpris. «
Je ne peux pas payer. Je ne te fais pas payer, a dit Léa. Laisse-moi aider, s'il te plaît. Marc l'a regardé longuement, fier et désespéré à parts égales. Finalement, il a hoché la tête. 2 heures plus tard, le médecin a confirmé que Luna avait une infection traitable. Marc n'a pas dit grand-chose, mais a serré la main de Léa fortement avant de partir. Elle a compris le message. Merci sans dette. Aide entre égaux. Auriez-vous franchi le pas d'offrir de l'aide sans rien attendre en retour? La dernière année scolaire de Léa a commencé avec une pression renouvelée. Elle avait besoin de maintenir sa moyenne élevée et de se préparer aux examens d'entrée à l'université. Marc a augmenté l'intensité des séances, se concentrant maintenant sur le raisonnement critique et l'écriture analytique. Mais il a également remarqué que Léa était épuisée. Un après-midi, après qu'elle ait confondu pour la 3e fois un concept qu'elle maîtrisait déjà, Marc a fermé les livres. « Tu vas t'épuiser si tu continues comme ça », a-t-il dit. « La fatigue n'est pas une vertu, c'est de la négligence. » Léa a serré les dents. « Je ne peux pas relâcher maintenant. Je suis si proche. »« Exactement, » a interrompu Marc. « Tu es si proche qu'un effondrement te coûterait tout. Prends ce week-end de repos. N'étudie pas. Lis quelque chose que tu apprécies. Marche, dors. Lundi, on reprend. » Léa a voulu protester, mais la fermeté dans sa voix l'a arrêtée. Elle obéit, à contre-cœur. Ce samedi-là, Léa se rendit à la soupe populaire de Belleville sans y être obligée, ni par le bénévolat, juste pour se sentir utile, sans la pression académique. Gisèle était là, servant un ragoût avec le sourire, malgré ses propres difficultés. Elles discutèrent, tandis que Léa l'aidait à faire la vaisselle. « Tu es différente de quand tu as commencé à venir », commenta Gisèle. « Moins perdue », Léa sourit. « Je suis toujours perdue, mais maintenant, je sais qu'il est normal de ne pas avoir toutes les réponses. » Gisèle rit. « C'est de la sagesse, ma grande. Plus que beaucoup d'adultes n'en ont. » En rentrant chez elle, Léa se sentit plus légère. Marc avait raison. Le repos intentionnel n'était pas un abandon, mais une stratégie. Le lundi, elle reprit les séances avec l'esprit plus clair, connectant des idées qui lui échappaient auparavant. Elle apprit que la croissance n'était pas linéaire, qu'elle incluait des reculs, des pauses, des ajustements. En octobre, Léa passa les examens d'entrée pour 3 universités. La Sorbonne, l'Université catholique de Paris et l'Université Paris-Dauphine. Elle sortit de chaque examen, épuisée, mais étrangement tranquille. Elle avait fait de son mieux. Le résultat ne dépendait plus d'elle. Les semaines d'attente furent torturantes. Marc l'occupa avec des lectures préparatoires pour la filière psychologie, des portraits de psychologues français célèbres, des discussions sur les approches thérapeutiques. Comme ça, quand tu entreras, tu ne partiras pas de zéro, expliqua-t-il. Léa comprit que Marc ne parlait jamais au conditionnel, qu'il supposait toujours qu'elle réussirait. Cette confiance inébranlable avait été son ancre pendant 3 ans, non pas une foi aveugle, mais une attente raisonnable, basée sur des preuves. Elle avait fait le travail. Donc, elle méritait les résultats. Les résultats arrivèrent en décembre. Léa ouvrit les emails en présence de Marc, au centre, Université Paris-Dauphine, admise, Université catholique, liste d'attente, Sorbonne, admise, avec une bourse partielle, au mérite scolaire. Léa expira l'air qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Marc sourit, un sourire complet qu'elle avait rarement vu. « Tu as réussi !» Elle secoua la tête, les larmes lui brûlant les yeux. « Nous avons réussi !» Marc se leva, s'approcha d'elle et posa une main sur son épaule. « Non, c'est ton œuvre, Léa. Je t'ai juste montré les outils. C'est toi qui as fait le travail. » Alors, elle pleura, non pas de tristesse, mais de libération. Elle avait passé la majeure partie de sa vie à se sentir inadéquate, achetée, invisible. Maintenant, elle avait quelque chose que son père ne lui avait pas acheté, le mérite propre. Et cela faisait mal. Et guérissait en même temps. La remise des diplômes du lycée eut lieu en mars.
Léa monta sur scène pour recevoir son diplôme avec une moyenne de 16, 20, une ascension impossible pour la fille qu'elle avait été 4 ans auparavant. Son père était dans le public, ce à quoi elle ne s'attendait pas. Marc aussi, assis au fond, avec Luna sur ses genoux. Quand Léa descendit de scène, son père l'embrassa maladroitement. « Je suis fier », dit-il. Et bien que les mots sonnèrent rouillés par le manque d'usage, ils étaient sincères. Léa acquiesça. « Merci, papa, mais je ne l'ai pas fait pour toi. » Il recula, surpris. « Alors, pourquoi ?» Léa regarda vers l'endroit où Marc essayait de contrôler Luna, qui courait entre les chaises. « Pour moi, et pour la personne qui m'a appris que je méritais d'essayer. » Son père suivit son regard, vit Marc, et pour la première fois, il sembla comprendre que l'argent n'avait pas été la solution, que la solution avait été un homme qui avait refusé d'abandonner, quand cela aurait été plus facile. Léa s'approcha de Marc après la cérémonie. Luna lui montra un dessin qu'elle avait fait, 2 personnages se tenant la main, un grand et un petit. « C'est papa et moi », expliqua Luna. Léa s'agenouilla. « C'est magnifique. Tu as de la chance d'avoir un papa qui t'aime autant. » Luna acquiesça avec un sérieux d'enfant. Papa dit que l'amour se prouve en restant, pas avec des cadeaux. Léa sentit un nœud dans sa gorge. Elle regarda Marc, qui observait l'interaction avec une expression douce. « Elle a raison, » dit Léa. « Merci d'être resté, Marc. » Il acquiesça. « Merci de m'avoir laissé rester. » Il n'y eut pas de discours dramatique, ni de déclaration grandiloquente, juste une reconnaissance mutuelle. 2 personnes qui s'étaient aidées à devenir meilleures, sans perdre leur essence dans le processus. Léa n'oublierait jamais cette leçon. L'entrée à l'université en avril apporta de nouveaux défis. Léa choisit la Sorbonne pour la bourse et pour le prestige, mais aussi parce qu'elle voulait étudier dans un environnement public, diversifié, réel. Les premiers mois furent accablants. Ses camarades venaient de contextes variés. Beaucoup travaillaient tout en étudiant. D'autres faisaient 3 heures de trajet par jour depuis la banlieue. Léa, avec son nom de famille reconnaissable et son histoire de privilèges, se sentit d'abord hors de propos. Mais elle se souvint des enseignements de Marc. Écouter plus que parler, montrer par des actions plus que par des mots. Elle proposa de partager ses notes, organisa des groupes d'études dans des bibliothèques publiques, ne se vanta jamais de sa situation. Lentement, elle gagna le respect de ses camarades, non pas à cause de qui était son père, mais grâce à son éthique de travail. C'était un type de reconnaissance différent, plus satisfaisant que n'importe quelle admiration achetée. Marc et Léa restèrent en contact régulier, non plus comme tuteurs et étudiantes, mais comme mentors et mentorés. Ils se rencontraient 1 fois par mois pour prendre un café dans le quartier latin. Léa lui parlait de ses cours, de ses doutes sur les approches psychologiques. Marc partageait des histoires de ses autres élèves, certains qui atteignaient leurs objectifs, d'autres qui rechutaient. « Le travail ne se termine jamais », disait-il. Chaque enfant est un univers différent. Léa comprenait maintenant la profondeur de ce que Marc faisait. Il n'enseignait pas seulement des matières, il enseignait la résilience, la pensée critique, l'autocompassion. Et pendant sa 2e année d'études, Léa commença à faire des stages dans une clinique communautaire. Sa première patiente fut une adolescente de 16 ans avec un trouble du comportement, un long dossier disciplinaire, des parents absents. Léa vit en elle un reflet. Elle comprit alors que Marc ne l'avait pas sauvée par pitié, mais qu'il l'avait vue comme un projet à long terme parce que quelqu'un avait fait de même pour lui. C'était un cycle de rédemption générationnelle. 1 an plus tard, Marc ferma l'Institut Montaigne. Le bâtiment allait être démoli pour la construction d'appartements de luxe. Léa l'aida à emballer des livres et du matériel, se sentant mélancolique à l'idée de cette salle où elle avait appris à penser à nouveau. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle. Marc ferma le dernier carton. Ouvrir un autre centre, plus grand, dans le 13e arrondissement. J'ai déjà trouvé le local. Léa sourit. Tu auras besoin d'aide,
Je peux donner des ateliers d'écriture thérapeutique le samedi, bénévolement. Marc la regarda, évaluant. Je ne veux pas que tu négliges tes études. Elle secoua la tête. Je ne les négligerai pas. Mais tu m'as appris qu'aider les autres fait partie de la croissance. Laisse-moi te rendre quelque chose. Marc tendit la main. Léa la serra. Ce n'était pas une transaction. C'était un pacte. Continuer à construire des ponts pour les jeunes qui avaient besoin de traverser des abîmes. Le nouvel Institut Montaigne ouvrit ses portes en août, avec des murs fraîchement repeints et du matériel donné par diverses organisations. Léa conçut un atelier appelé « Écrire pour guérir », axé sur les adolescents ayant subi des traumatismes familiaux. Elle appliqua tout ce que Marc lui avait enseigné. Des attentes claires, une honnêteté sans cruauté, un espace pour échouer et essayer à nouveau. Son premier groupe était composé de 8 filles, toutes avec des histoires d'abus, de négligence ou de perte. Léa ne prétendait pas être une sauveuse, seulement une facilitatrice. Elle leur donna les mêmes outils que Marc lui avait donnés, des cahiers, des crayons, des questions inconfortables, une patience implacable. À la fin du premier mois, une jeune fille nommée Camille lui remit un texte de 10 pages sur sa mère dépendante. « Je n'avais jamais écrit à ce sujet, » dit Camille. « Ça fait moins mal maintenant que c'est sur papier. » Léa ressentit un écho de sa propre expérience. Elle comprit que la douleur sur papier devient gérable, parce qu'elle a des limites. Elle commence sur une ligne et se termine sur une autre. La douleur dans la tête est infinie. Octave Dubois surprit Léa en octobre, en visitant l'Institut Montaigne. Il arriva sans prévenir, toujours en costume de réunion, observant l'endroit d'un œil critique. Marc l'accueillit avec une courtoisie professionnelle. « Monsieur Dubois, nous n'attendions pas votre visite. » Octave acquiesça. « Je voulais voir où travaille ma fille. » Il parcourut le centre en silence, observant les salles de classe modestes, les livres rangés sur des étagères improvisées. Les jeunes qui étudiaient avec une concentration véritable, finalement il demanda « De quoi avez-vous besoin ?» Marc ne tituba pas. « Des ordinateurs, 6, pour des ateliers d'alphabétisation numérique. » Octave sortit son chéquier. « Vous en aurez 8, et un technicien pour la maintenance, mensuellement. » Marc accepta en lui serrant la main. Léa observa la scène. Surprise. Son père apprenait, lentement, que son argent pouvait construire. Au lieu de seulement acheter, ce n'était pas une rédemption complète, mais c'était un pas. En novembre, Léa affronta son propre moment de crise. Une de ses patientes à la clinique, une femme de 30 ans souffrant de dépression sévère, tenta de se suicider après une séance particulièrement difficile. Léa se sentit anéantie, remettant en question chaque mot qu'elle avait dit, chaque intervention qu'elle n'avait pas faite. Elle appela Marc en pleurant à 2 heures du matin. Il écouta sans interrompre. Quand elle eut fini, il dit « Tu n'es pas responsable des décisions de tes patients. Tu es responsable de faire de ton mieux, et tu l'as fait. » Léa sanglota. « Et si mon mieux n'était pas suffisant ?» Marc expira. « Alors tu apprends de ça, et tu fais mieux la prochaine fois. Mais tu ne portes pas la culpabilité. Elle est vivante. Les médecins disent qu'elle va se rétablir. Tu l'as orientée vers un psychiatre quand tu as remarqué les signes. Tu as fait ta part. » Léa se calma graduellement. Marc resta au téléphone jusqu'à ce qu'elle puisse respirer normalement. Il ne la laissa pas seule, comme il ne l'avait jamais laissée seule. Cette expérience transforma l'approche de Léa. Elle comprit que la psychologie n'était pas de sauver les gens, mais de les accompagner pendant qu'ils se sauvaient eux-mêmes. Exactement ce que Marc avait fait avec elle. Elle commença à superviser ses cas avec plus d'attention, à établir des limites saines entre sa responsabilité et l'autonomie de ses patients. Dans ses ateliers de l'Institut Montaigne, elle enseigna aux filles qu'écrire était un pouvoir, le pouvoir de nommer la douleur, de l'organiser, de décider quoi en faire. Certaines continueraient à écrire, d'autres non. Mais toutes auraient cet outil disponible quand elles en auraient besoin. Auriez-vous trouvé la force de continuer après une crise comme celle-là ? À la fin de l'année, Camille lui fit un cadeau, son cahier complet,
remplie de textes qui documentaient son processus. « Je veux que tu l'aies, dit-elle, pour que tu te souviennes que ça marche. » Léa le garda comme un trésor. C'était la preuve que le travail valait la peine. Au cours de sa 4e année d'université, Léa commença sa thèse sur la résilience chez les adolescents issus de milieux vulnérables. Elle choisit d'étudier des cas de l'Institut Montaigne, avec des autorisations et des protocoles éthiques stricts. Elle passa des mois à interviewer des étudiants, à documenter des trajectoires, à analyser les facteurs de succès et d'échec. Marc collabora en tant que conseiller externe, offrant des perspectives qu'aucun manuel ne contenait. « La résilience n'est pas quelque chose que tu as ou que tu n'as pas », expliqua-t-il lors d'une de leurs réunions. « C'est quelque chose que tu construis chaque fois que tu décides de te relever après être tombé. Certains construisent plus vite, d'autres plus lentement, mais tout le monde peut construire s'ils ont les outils et le soutien adéquats. » Léa incorpora cette vision dans son cadre théorique. Sa thèse s'intitulait « Échafaudage de résilience ». Le rôle du mentor exigeant dans la transformation d'adolescents à risque. Elle fut approuvée avec mention « très bien ». Pendant la soutenance de thèse, Léa dut faire face à un jury de 5 professeurs. L'un d'eux, un universitaire âgé avec une réputation de sévérité, remit en question son approche. Vous romantisez la figure du mentor, comme si un seul adulte pouvait changer la trajectoire de vie d'un adolescent problématique. C'est réductionniste. Léa prit une profonde inspiration, se souvenant de chaque leçon de Marc sur la façon d'argumenter sans émotionnaliser. « Je ne dis pas qu'un mentor est suffisant, » répondit-elle. « Je dis qu'il est nécessaire. Les données montrent que les adolescents, avec au moins un adulte engagé, ont des taux de réussite scolaire 60% plus élevés que ceux sans cette figure. Ce n'est pas de la magie. C'est une présence consistante, des attentes claires et un soutien instrumental. Ma thèse documente comment ces 3 éléments opèrent dans la pratique. » Le professeur acquiesça, pas entièrement convaincu, mais respectant la défense. Léa sortit de la salle épuisée, mais satisfaite. Elle avait défendu sa recherche comme Marc lui avait appris à défendre ses idées, avec des preuves, de la clarté et sans peur. Après l'obtention de son diplôme, Léa fut embauchée par une fondation qui travaillait avec des adolescents en conflit avec la loi. Son rôle était de concevoir des programmes d'intervention éducative et émotionnelle pour les jeunes dans les centres de détention. Le travail était dur, des jeunes avec des traumatismes profonds, des systèmes bureaucratiques lents, des ressources toujours insuffisantes. Mais Léa appliqua le même principe que Marc lui avait enseigné. Des attentes élevées, un soutien inébranlable, des conséquences claires. Tous les jeunes ne répondirent pas, certains récidivèrent. Mais ceux qui changèrent justifièrent chaque heure d'effort. Léa documenta chaque cas, construisant des preuves pour améliorer le programme. Son père, surprenant, devint l'un des principaux donateurs de la fondation. Il ne cherchait pas la reconnaissance publique, il soutenait simplement le travail de sa fille. La relation entre eux ne serait jamais parfaite, mais elle avait évolué. Un respect mutuel construit sur des réalisations réelles. Pas des fantasmes idéalisés de ce que devrait être une famille. Un samedi, Léa rendit visite à Marc et Luna dans leur appartement dans un quartier sans prétention de Paris. Léa avait maintenant 11 ans, studieuse et calme comme son père. Elle avait hérité de son amour pour les livres et de son sérieux face au monde. Pendant le déjeuner, Léa demanda « Marc, est-ce vrai qu'avant tu étais un mauvais élève ?» Marc regarda Marc Leclerc. Enka haussa les sourcils avec amusement. « Oui, » répondit-elle honnêtement, « j'étais pitoyable. Rien ne m'importait, et je maltraitais les gens. » Léa fronça les sourcils. « Et comment as-tu changé ?» Léa considéra la question. « Ton père m'a montré que ça valait la peine d'essayer, que moi, je valais la peine. » Léa acquiesça, satisfaite de la réponse, et reprit sa tâche. Marc regarda Léa avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. « Tu es douée avec les enfants ?» Elle sourit. « J'ai eu un bon maître. » La phrase n'était pas une flatterie. C'était la reconnaissance d'une dette payée en action.
dans chaque adolescent qu'elle aidait maintenant avec les mêmes outils qu'elle avait reçus. L'héritage n'était pas théorique, c'était une pratique quotidienne. 5 ans après avoir obtenu son diplôme universitaire, Léa cofonda son propre centre avec Marc, Passerelle, dédié spécifiquement aux adolescents issus de familles dysfonctionnelles, de revenus élevés et faibles. La prémisse était radicale: mélanger des enfants riches à problème avec des enfants pauvres à risque, les forçant à confronter leurs privilèges et leurs carences mutuellement. Léa dirigeait le domaine psychologique, Marc le domaine pédagogique. Le modèle a suscité la controverse. Des familles riches hésitaient à mélanger leurs enfants avec des délinquants. Des familles modestes se méfiaient d'être un projet social pour les riches. Mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. Après 1 an dans le programme, 78% des participants amélioraient leurs indicateurs académiques et émotionnels. Le centre était financé par un modèle de paiement différencié. Les familles aisées payaient des frais élevés, qui subventionnaient celles qui ne pouvaient pas payer. L'argent de Richard Dubois avait été une graine, mais maintenant le projet s'autofinançait. C'était la preuve que les systèmes n'avaient pas besoin de se séparer pour fonctionner. Ils avaient besoin d'intention et d'une conception soignée. Lors du 10e anniversaire de sa première séance avec Marc, Léa organisa une petite célébration au centre. Elle invita d'anciens élèves, des collègues et même certains de ses propres patients qui avaient déjà terminé leur traitement. Marc arriva avec Léa, maintenant une adolescente de 16 ans, aspirant à devenir avocate des droits de l'homme. Léa prépara un bref discours. « Il y a 10 ans, j'étais une fille perdue qui croyait que rien n'avait d'importance. Un homme a refusé d'accepter cette version de moi. Il ne m'a pas sauvé. Il m'a montré que je pouvais me sauver moi-même. Tout ce que nous avons construit ici découle de cette leçon. Personne ne sauve personne. Mais nous pouvons construire des ponts pour que les gens traversent leurs propres abîmes. » Les applaudissements furent modestes mais sincères. Marc, dans son style discret, acquiesça simplement. Il n'avait pas besoin de plus. Tous deux comprenaient que le véritable succès n'était ni le centre ni les reconnaissances. C'était chaque enfant qui apprenait à penser, à ressentir, à choisir différemment. Ce soir-là, une fois tout le monde parti, Léa et Marc restèrent à ranger les chaises. Ils travaillaient dans un silence confortable, le genre de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui se connaissent profondément. « As-tu jamais pensé que nous arriverions ici ?» demanda Léa. Marc termina d'empiler une chaise. Oui, elle rit, aussi sûre que toujours. Il se tourna vers elle. Ce n'était pas de la sécurité. C'était un pari éclairé. J'ai vu que tu avais ce qu'il fallait. Tu avais juste besoin de croire que tu l'avais. Léa sentit le poids de cette confiance. Et si j'avais échoué? Marc haussa les épaules. Tu en aurais tiré des leçons. L'échec n'est pas l'ennemi. L'abandon l'est. Léa garda ses mots. Elle les répéterait à des centaines d'adolescents dans les années à venir, modifiés mais intacts dans leur essence. La sagesse ne s'inventait pas. Elle se transmettait, s'adaptait, se vivait, en sortant du centre. Léa regarda le panneau fraîchement peint. Passerelle, centre de développement intégral. Les lettres brillaient sous la lumière de la rue. Elle pensa à la jeune fille de 16 ans qui était descendue d'une berline noire, haïssant le monde et se haïssant elle-même. Cette fille était morte, non pas à cause d'un traumatisme, mais à cause d'une transformation. À sa place avait grandi une femme qui comprenait que le changement était possible, mais jamais facile. Que l'amour exigeant était plus précieux que l'indulgence vide. Que mériter le respect exigeait de le gagner d'abord avec soi-même. Léa avait appris la leçon la plus dure. Personne ne pouvait lui donner de la valeur. Elle devait la construire action par action, décision par décision, jour après jour. Et maintenant, elle consacrait sa vie à enseigner cette même leçon aux autres, pas par obligation, par gratitude transformée en objectif. Aurais-tu été capable de transformer ta douleur en service pour les autres? Marc ferma à clé la porte du centre. Ils marchèrent ensemble quelques pâtés de maison avant de prendre des chemins séparés. Avant de se dire au revoir, il dit
Merci d'avoir fait confiance au processus. Val, elle sourit. Cela faisait des années que personne ne l'appelait ainsi, sauf lui. Merci de ne pas avoir abandonné avec moi. Marc secoua la tête. Je n'ai rien fait que tu n'étais pas prête à faire. J'étais juste présent pendant que tu le faisais. Ils se séparèrent avec une brève étreinte, sans dramatisation. Ce n'était pas la fin de quoi que ce soit. C'était la continuation d'un travail qui ne se terminerait jamais tout à fait. Léa marcha vers son appartement à Belleville, un endroit modeste qu'elle payait avec son salaire de la fondation, fière de chaque meuble acheté avec ses propres efforts. Sa vie n'était pas parfaite. Elle avait encore des jours difficiles, des patients qui la défiaient, des doutes sur ses interventions. Mais elle était à elle, authentiquement, indéniablement à elle. Et cela valait plus que tout ce que l'argent pouvait acheter.